Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. On va parler d'abord de la presse marocaine qui nous dit que le gouvernement précise les règles à respecter pour le bon déroulement des élections législatives. On le sait, les élections législatives approchent. Elles sont prévues pour le 23 septembre. Et Abdou Ofi, le ministre de l'Intérieur, a réuni les partis politiques hier à Rabat pour cadrer et clarifier les directives pour que ces élections se passent dans les meilleures des conditions. C'est ce que nous précise ce matin tel quel. Et d'ailleurs, des instructions très fermes ont été données aux différents partis, que ce soit de la majorité comme de l'opposition, pour garantir une totale transparence et équité entre tous les candidats. Des partis qui sont donc responsabilisés et dont on attend de façon intransigeante une discipline sur le terrain. Des partis politiques qui doivent donc mobiliser leurs électeurs tout en respectant scrupuleusement le cadre légal strict fixé par l'État. Des règles qui veulent aussi éviter toute instrumentalisation religieuse. Et d'ailleurs, Maroc Diplomatique nous précise aussi que le ministère des Habous a également rappelé des règles à respecter. Donc, premier appel, toutes les fonctions religieuses, que ce soit imam, prédicateur, muezzin, n'ont pas le droit d'exercer toute activité politique ou syndicale ou de prendre publiquement position sur ces sujets dans le cadre de leurs fonctions. Mais s'ils souhaitent participer à la vie politique dans ce cadre-là, leur démission préalable sera nécessaire au moins 2 mois avant la date du scrutin. Et en parallèle de cette définition du cadre électoral, les scénarios sur son issue commencent déjà à être débattus. Le matin se pose même cette question: à quel scénario faudra-t-on qu'on s'attende? Donc, il y a différents schémas possibles, selon Asdine Hanoun, professeur du droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Ibn Tombal, qui prend la parole et qui nous explique. Donc, il y a différents scénarios. Le premier, la continuité réajustée avec une coalition menée par le RNI avec l'un de ses alliés actuels comme l'Istiqlal ou le PAM. Deuxième scénario, le pivot de l'Istiqlal qui sera à la tête d'une coalition avec le RNI en s'ouvrant vers l'opposition. Pourquoi pas comme l'USFP, voire le PJD. Mais il y a aussi cette troisième possibilité, la reconduction à l'identique avec le maintien strict de l'alliance tripartite RNI, PAM et Istiqlal. Mais tous ces scénarios pourront peut-être même être bouleversés par cette fameuse inconnue qui est l'abstention. L'Afrique peut-elle développer sa propre intelligence artificielle? C'est le défi du continent, passer de consommateur à producteur face à une technologie, on le sait aujourd'hui, qui s'impose. Et cette question, Rachid, que vous avez posée, c'est celle que se pose aussi Courrier International. Et donc, question soulevée et qui fait suite à ce sommet lié à For Good Global Summit qui a eu lieu à Genève la semaine dernière et qui a été coprésidé par le président rwandais Paul Kagame. Mais plusieurs défis ont été identifiés. D'abord, celui de l'énergie nécessaire au fonctionnement des data centers, car l'Afrique aujourd'hui ne produit que 3% de l'électricité mondiale, dont 65% sont concentrés uniquement en Afrique du Sud et en Afrique du Nord. Deuxièmement, il y a aussi l'accès au financement, mais surtout, il y a ce point-là, la dépendance aux technologies étrangères, les infrastructures de stockage ou encore les puces. Et il y a surtout cette problématique, ce risque qui est appelé aujourd'hui le néocolonialisme numérique, où l'Afrique fournit de la matière première comme des données de ses citoyens et consomme des modèles conçus à l'étranger, souvent biaisés ou inadaptés aux réalités locales, comme les langues africaines qui sont sous-représentées dans cette technologie. Autre défi majeur dont on parle aussi très peu, le flou juridique. D'ailleurs, le 360 nous indique que par rapport à la gouvernance de l'IA, 69,5% des indicateurs africains aujourd'hui sont dépourvus de cadre juridique par rapport à ce sujet. Un vide juridique qui comporte beaucoup de risques, on l'a dit, comme cette exploitation non consentie des données, mais aussi des risques de cybersécurité. Beaucoup de pays, on le voit, s'engagent dans de grands chantiers, dans de grandes stratégies numériques très ambitieuses, mais elles ont du mal à les appliquer. Pour réguler l'IA, il faut une infrastructure juridique, des tribunaux formés, des agences de protection de données, des ingénieurs qui maîtrisent les algorithmes. En somme, il faut des compétences techniques qui, aujourd'hui, sont très peu représentées dans les administrations publiques africaines. Un point, justement, sur lequel insiste aussi Agence Ecofin, mais sous un autre angle, cette fois-ci, l'analyse de Catherine Mouraga, directrice générale de Microsoft Africa Development Center, met en lumière un véritable panier percé de la tech africaine. À quoi bon former massivement la jeunesse à l'intelligence artificielle si le continent n'offre ni infrastructure pour les retenir, ni les capitaux pour valoriser leurs talents? Et pourtant, ils sont plus de 716 000 développeurs sur le continent, vivier qui profite aujourd'hui davantage aux recruteurs étrangers. Au Nigeria, il y a même un terme pour désigner cette fuite des cerveaux, le phénomène JAPA, qui illustre l'exode massif des ingénieurs nigériens au Canada, aux États-Unis, encore au Royaume-Uni. Alors, l'Afrique aura-t-elle sa propre IA? En tout cas, elle connaît les défis à relever pour y arriver.
La presse aussi met en lumière le risque de démantèlement de la Cour pénale internationale. Car il y a plusieurs visions de la justice internationale qui s'opposent depuis quelque temps. Du côté de l'administration américaine, la Cour pénale internationale doit être démantelée. C'est une position d'ailleurs qui est défendue par Marco Rubio. Mais est-ce techniquement possible? C'est cette question à laquelle essaie de répondre Le Point aujourd'hui. Alors sur le plan strictement du droit international, la réponse est non, d'autant plus que les États-Unis n'ont jamais signé le traité de Rome. Donc ils ne peuvent pas agir de l'intérieur, voter sa dissolution, réformer ses statuts. Les États-Unis qui critiquent cette institution qui est accusée d'être une institution à 2 poids 2 mesures et d'être sélective face aux différentes violations flagrantes du droit international. Une critique, on le sait, qui n'est pas nouvelle et qui a déjà été portée par les États africains. Les États africains, comme nous le dit Cameroun Tribune, qui ont aujourd'hui une relation tumultueuse avec cette institution. Pourtant, les États africains représentent historiquement et actuellement le plus grand groupe régional de membres au sein de la CPI, près d'un tiers. Relation tumultueuse où une partie de l'opinion africaine considère que la CPI est un instrument d'ingérence politique occidentale. L'argument principal est surtout statistique. Depuis sa création, la très grande majorité des enquêtes et des inculpations de la Cour ont visé des dirigeants, des acteurs africains, tandis que les exactions commises dans d'autres régions du monde sont souvent restées impunies. Une crise donc de légitimité qui s'est traduite par des ruptures concrètes, notamment le retrait récent des pays de l'AES de l'institution. Mais du côté de l'Europe, la position est différente. L'Europe qui continue à défendre cette institution qu'elle juge fondamentale pour la justice internationale. Et d'ailleurs, Le Soir nous indique que par rapport aux propos et de la position de Marco Rubio, l'Union européenne a décidé d'avoir une position différente. Elle fustige même ses propos, titre Le Soir. L'Europe qui est donc opposée fermement à la fin de cette institution qui, pour elle, représente un élément clé de la paix durable. L'Europe qui finance principalement la CPI, qui affirme qu'elle fera bloc pour protéger les juges et la Cour de toute potentielle sanction économique venant des États-Unis. Mariam, nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 juillet 2026. Quel autre 15 juillet peut-on retenir dans l'histoire? Alors, je vais vous raconter l'histoire d'une plateforme qu'on utilise beaucoup et qui a beaucoup changé notre manière dont nous traitons l'information. Nous sommes le 15 juillet 2006 et ce jour-là, une petite entreprise ouvre au public un nouveau service qui deviendra quelques mois plus tard Twitter, aujourd'hui connu sous le nom de X. À l'origine, l'idée de permettre à un petit groupe d'amis de partager en quelques mots ce qu'ils sont en train de faire grâce à un simple SMS. Et personne n'imagine alors que ces quelques lignes de texte vont transformer durablement le paysage médiatique mondial. Avec Twitter ou X, l'information bascule dans l'ère du temps réel et tout le monde peut la créer. Les témoins d'un événement publient des photos, des vidéos ou des témoignages avant même l'arrivée des journalistes. Les révolutions, les catastrophes naturelles ou les grands événements sportifs se racontent désormais en direct depuis notre téléphone portable. Mais cette révolution a aussi son revers. La vitesse favorise souvent les fausses informations, les discours parfois de haine ou les réactions impulsives obligeant journalistes, plateformes et citoyens à essayer de réinventer sans cesse la manière de vérifier l'information. Le 15 juillet 2006, c'est la naissance d'une innovation technologique qui a changé notre manière de nous informer, de débattre et même parfois de comprendre le monde. Maintenant, à nous d'essayer de distinguer le vrai du faux. Merci beaucoup, Mariam Kokaïna. C'était la revue de presse.